Bonjour à tous, merci d'être venus suivre cette présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des outils que peuvent vous proposer aujourd'hui les différents clouds publics pour essayer d'estimer l'empreinte environnementale ou l'empreinte carbone de vos applications. C'est ça le sujet globalement. Alors avant de commencer, 2 mots sur moi-même, ma vie, mon œuvre. Donc, je m'appelle Pierre Ruche, je travaille à Orange. Je suis chercheur et développeur, alors c'est à moitié un mensonge, je fais pratiquement plus de code. Je travaille principalement sur l'estimation et la réduction de l'empreinte environnementale du numérique en recherche. Je donne des formations et je travaille sur ces sujets de manière transverse chez Orange. Vous pouvez me trouver un peu partout et je contribue entre autres à un outil qui a déjà été mentionné ce matin, qui s'appelle Power API, qui fait de la mesure de consommation énergétique de vos applications en data center. Alors, avant de commencer à parler directement des outils, 2 mots sur l'impact du numérique, parce qu'il y a eu pas mal de communication autour de ça ces derniers temps, et il me semble important de rappeler pourquoi est-ce que c'est intéressant d'y travailler. Et plus qu'intéressant, pourquoi on a quelque part le devoir d'y travailler. Alors on l'a dit ce matin, si vous avez vu la présentation de Sylvain, sinon allez voir le replay, c'était très bien. Donc le numérique, c'est de l'ordre de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc oui, c'est pas le secteur le plus gros, mais pour autant, c'est quand même loin d'être négligeable. Et surtout, plus grave, c'est 4% qui grossissent de 8% par an. À un moment où tous les autres secteurs essaient et tendent à baisser leurs impacts, où l'objectif global, c'est de diminuer nos impacts de 8% par an, faire plus 8 dans notre secteur à nous, ça fait un peu désordre. Donc si vous avez vu d'autres présentations sur d'autres conférences, on peut vous dire que c'est peut-être pas prioritaire et qu'il serait plus important de moins chauffer chez vous, de conduire moins en voiture. Oui, mais non. En fait, ça, c'est des choses que vous pouvez faire à titre individuel. Si vous pouvez moins chauffer chez vous l'hiver prochain, c'est très bien. Ça sera super pour l'environnement. Mais à titre professionnel, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire des choses à titre personnel et de faire attention à ces points-là sur notre responsabilité professionnelle. Et notre responsabilité professionnelle, à mon avis, c'est de faire que notre secteur décroît lui aussi, comme tous les autres secteurs doivent le faire. Et ça, il y a des actions et des choses que vous pouvez faire, vous, dans votre métier, indépendamment de ce que vous pouvez faire dans votre vie perso. Alors, on a dit qu'on avait parlé d'estimation. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il faudrait s'embêter à estimer l'impact environnemental de nos applis, de notre code et tout ça. Alors déjà, il y a une très bonne raison et très simple que nous donne Lord Kelvin, c'est qu'en fait, si vous ne savez pas mesurer quelque chose, vous ne pouvez pas l'améliorer. Vous pouvez croire que vous l'améliorez, vous pouvez essayer de vous en convaincre, mais vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr. Donc la première idée de la mesure, c'est que ça va vous permettre de vous concentrer sur ce qui compte. Sinon, c'est comme quand vous faites de l'optimisation en performance. Si vous n'avez pas de mesure correcte avant, vous allez gratter des pouillèmes à un endroit qui en fait n'est pas du tout critique et vous allez gâcher du temps alors qu'il y avait des gains beaucoup plus simples et beaucoup plus importants à faire ailleurs. Donc le premier truc, c'est d'identifier quelles sont les grosses masses et les endroits où ça vaut le coup d'investir du temps et des efforts. La deuxième chose, c'est éviter de vérifier qu'on va dans la bonne direction. Si d'une version sur l'autre, vous n'avez pas un point de référence et que vous ne pouvez pas au moins à grosse maille regarder dans quelle direction vous allez, ça se trouve, c'est de pire en pire et vous ne le savez même pas. Pour ça, il vous faut à minima un certain point d'estimation et des points de référence. Une autre utilité de l'estimation, c'est aussi de communiquer et de convaincre. Si vous avez un PO, si vous avez une MOA, c'est peut-être pas forcément facile de leur demander de prioriser ces stories-là dans votre backlog, surtout si vous n'avez pas d'indicateur. Déjà, les convaincre de l'importance, c'est pas forcément facile, mais si en plus vous n'avez pas d'indicateur, vous pouvez pas leur dire regardez, on a fait moins 10, on a fait moins 5, ou regardez, on a tant et tant et c'est inacceptable, ça va être difficile de leur faire accepter que votre équipe et vous allez passer du temps sur ces sujets-là. Donc pour ça, il faut communiquer, il faut convaincre. Les MOA, elles veulent aussi avoir des indicateurs qu'elles puissent utiliser à l'extérieur parce qu'elles ont les mêmes problèmes pour pouvoir convaincre elles aussi les payeurs. Donc pour ça, vous avez besoin de PKI, vous avez besoin d'indications. Et enfin, la dernière contrainte, c'est qu'aujourd'hui, et celle qui pèse et qui font qu'aujourd'hui tous ces clouds publics produisent ce type d'outils, c'est que la plupart des entreprises commencent à les demander à leurs fournisseurs. Donc si si votre boîte fournit des services à d'autres boîtes et surtout à des grands comptes, aujourd'hui, elle commence à vous le demander dans le RFI, dans les RFP, et elle demande de manière de plus en plus insistante. Et il est fort probable qu'à moyen terme, ça devienne une contrainte légale, que de toute façon, vous soyez obligé de le faire. Donc, tant qu'à faire, autant de savoir le faire avant, ça vous évitera de vous prendre un gros mur le jour où on vous dira que de toute façon, c'est une obligation pour pouvoir vendre ou pour pouvoir exister légalement. Donc il y a quand même pas mal de bonnes raisons de vous poser des questions sur ces techniques de mesure et d'estimation. Alors c'est pas nouveau pour autant, hein. Ça fait quand même un petit peu de temps qu'on se pose des questions sur qu'est-ce que ça signifie l'efficacité énergétique plus qu'environnementale, mais l'efficacité énergétique quand même du cloud.
Donc Sylvain en a déjà parlé ce matin. Le premier indicateur, historiquement, c'est le PUE, Power Usage Efficiency. Donc c'est un bête ratio entre l'énergie que vous mettez dans votre data center, l'énergie que qui arrive dans vos serveurs. C'est pas mauvais, hein, c'est un indicateur qui est plutôt bon. Par contre, il ne mesure pas tout. Il mesure l'efficacité de votre data center. Et que ça. Ça, il le fait bien, mais il fait que ça. Donc un exemple assez bête, vous prenez un data center tout neuf, rempli de serveurs, tous les racks, toutes les allées, et vous faites rien tourner sur les serveurs. Vous les allumez tous et vous faites rien tourner dessus. Le PUE sera excellent. C'est dommage, parce que par contre, en termes d'efficacité environnementale, clairement, vous êtes en train de cramer de l'électricité pour rien du tout. Et vous avez acheté des serveurs pour rien du tout. Mais le PUE sera excellent, parce que votre data center est conçu de manière efficace et il tourne de manière efficace. Ça ne veut pas dire que vos applis le soient, et là, il n'y en a même pas. Donc le PUE, c'est bien, mais ça ne mesure pas ce qui nous intéresse, nous, qui faisons des applications. À l'autre bout de l'échelle, vous avez quelque chose qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est pareil, c'était à la présentation ce matin, ça a été évoqué. C'est clairement le Graal de l'évaluation environnementale. C'est la cible, c'est ce qui se fait de mieux. Ça considère le problème de bout en bout, ça regarde tous les critères et pas que les émissions de carbone. Par contre, c'est un petit défaut, c'est que c'est super complexe à faire, ça demande de l'expertise et ça prend du temps, donc ça ne passe pas à l'échelle de manière généralisable sur vos projets. C'est pas possible. Et il y a plein de trucs entre les deux que je mets globalement derrière le terme comptage carbone, mais les méthodologies qu'on va voir chez les fournisseurs de cloud, elles sont plutôt dans ce monde-là du comptage carbone. Maintenant, on va regarder un petit peu plus précisément sur nos data centers. Si on veut savoir ce qui se passe dans le data center et savoir à quel point c'est efficace au point environnemental, regardons ce que ferait une approche basée sur l'ACV. Je ne dis pas une ACV, mais quelque chose qui s'inspire de l'ACV pour un minimum de couverture totale. Alors déjà, un data center, c'est quoi? Évidemment, c'est un bâtiment. Dans ce bâtiment, vous allez avoir toute une partie infra. Là, vous n'avez rien qui exécute du code. Hein. C'est juste vos systèmes de refroidissement, tout votre système d'alimentation électrique, donc transfo, plein de batteries en règle générale, du redondé, plein de choses. Et après, plein d'autres trucs qui sont plus anecdotiques, mais la gestion de la sécurité, l'éclairage, en général, c'est plutôt dans l'épaisseur du trait, mais ça existe aussi. Une fois que vous avez votre bâtiment, votre infra technique dedans, ben vous allez mettre des équipements IT. Ces équipements IT, c'est ceux qui vont vous fournir globalement les trois primitives principales d'un cloud. Donc vous allez avoir des serveurs avec des CPU pour faire du compute, vous allez avoir des baies de stockage, des disques dans tous les sens pour vous faire du storage, et vous allez avoir des switches, des routeurs par rack, par allée, dans la meeting room, partout, pour faire toutes les fonctions réseau. Tout ça, c'est des équipements. Et enfin, une fois que vous avez ces équipements, vous pouvez arriver à ce que nous, on voit réellement. Vous allez voir, alors j'ai appelé ça plateforme, vous pouvez trouver d'autres noms, mais globalement, tout ce qui tourne par-dessus. Donc ça peut être votre cluster de VM pour fournir du IaaS, ça peut être votre cluster Kubernetes sur un cluster de VM, ça peut être votre PaaS, ça peut être votre DB as a service, ça peut être du stockage en mode file, en mode bloc, en mode objet, ce que vous voulez. Bref, tout ce que nous, on va utiliser réellement dans nos applis et qui sont des services de plus haut niveau qui utilisent l'équipement IT. En général, les équipements IT, nous, on ne les voit plus, sauf si vous faites de la coloc, mais dans ce cas-là, on n'est pas dans le cloud. Une fois que vous avez vu qu'il y avait tout ça, il va falloir, pour chacune de ces briques, regarder ses impacts sur différents critères. Donc je disais, le minimum, c'est le CO2, mais la recommandation aujourd'hui, au niveau de l'ADEME, c'est d'en prendre au moins 4. Et si vous voulez être complet, il y en a plus d'une douzaine qui sont prises en compte. Mais là, par exemple, vous pourrez regarder le CO2, l'épuisement des ressources, la consommation d'eau, l'émission de particules fines, l'acidification des sols, l'eutrophisation, il y en a tout plein. Et ces 4 critères, pour tous ces éléments, il va falloir les prendre sur plusieurs parties de la vie du système. Donc la fabrication, parce que tout ça, ça se fabrique, hein, du bâtiment aux équipements IT, la phase d'usage et la fin de vie. Donc vous imaginez bien qu'une fois que vous avez tout ça, pour avoir la vue complète sur vos data center, déjà, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pas encore ce qu'on veut. Dans la personne, si, là, c'est bon. Donc, je disais, tout ça, c'est déjà compliqué, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, moi, je suis pas gestionnaire de data center, vous, a priori, non plus.
sauf si on a des amis d'OVH. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les applications, globalement. Les applications, elles sont toutes en bout de chaîne. C'est celles qui sont tout à la fin, là, que je viens seulement de rajouter, qui utilisent la couche que j'ai appelée plateforme. Et c'est d'elles dont on aimerait avoir l'impact. Alors comment on fait pour avoir leur impact environnemental sur toutes les phases? Donc fabrication, usage, fin de vie, et sur tous les critères. Imaginez que vous avez l'impact de cette application bleue, là, et que le carré bleu, ça représente son impact. Ben, vous dépilez, en fait. Donc vous dites, cette application, en fait, elle utilise plusieurs éléments dans ma couche plateforme, donc une base de données, un pass. Et ben, je vais prendre l'impact de ma base de données, et je vais dire, comme c'est une base de données à service, j'estime que cette application cliente-là utilise 20% de ses capacités, donc 20% de l'impact de ma base de données, je l'alloue à cette application. Pareil pour tous mes autres éléments. Et là, maintenant, ce qu'il vous faut, c'est l'impact environnemental de vos éléments de la couche plateforme. Vous redépoulez un coup. Et là, vous dites, ma base de données de service, elle utilise une partie de ma fonction storage, une partie de ma fonction compute. Et donc, du coup, je vais regarder l'impact environnemental des serveurs de ma fonction compute, de mes bêtes disques. Je vais dire, ma base de données, elle est responsable de 50% de cette bête disque. Et donc, je lui alloue 50% des impacts de la bête disque. Et vous continuez à descendre comme ça en disant, c'est pareil, mon système de refroidissement, il a un impact, je vais l'allouer à la fonction compute et à la fonction storage en fonction de leur utilisation dans le bâtiment. En général, on fait ça en fonction de la puissance IT souscrite, mais il y a plusieurs façons de le faire. Vous voyez que les règles d'allocation sont clés en fait quand on fait ce genre de choses, et c'est ça qui est très compliqué, qui peut changer pas mal de résultats. Et pareil pour le bâtiment. Voilà ce qui se passe. Et en pratique, c'est pas facile à faire. Tout ça pour avoir l'impact juste de notre application. Alors juste pour vous donner une idée, avant de vous dire ce qu'ont fait les cloud providers, si on regarde les résultats sur les quelques exemples que j'ai eus, alors je vous ai mis des exemples après en bas en référence, mais la grande difficulté là-dessus, c'est que les chiffres sont rarement publics. Mais le premier enseignement que j'en ai tiré, moi, c'est qu'en fait, la partie fabrication IT, ça peut être énorme. Là, dans les chiffres que j'ai pu trouver sur des ACV de vrais data centers, c'est qu'elle varie entre 30 et 80% de l'impact complet du data center. Ça dépend de l'âge du data center et du fait qu'il soit efficace. Sur un data center ancien, où la fabrication des serveurs, c'est peut-être 30% de l'impact. Sur un data center récent, bien géré, la fabrication des serveurs, c'est 80%. Donc en fait, si vous avez quelque chose d'optimisé, ce n'est pas la conso électrique. C'est le fait d'utiliser moins de serveurs sur un data center récent. Et l'usage, du coup, selon la part que vous aviez en fabrication, c'est de 10 à 60. Au final, l'impact du bâtiment et tout ça, c'est quasiment négligeable. Il faut le compter pour avoir un chiffre global, mais en termes d'optimisation, nous, ça ne nous concerne pas. Une fois qu'on a vu ça, quelles sont les axes d'amélioration? C'est densifier, c'est mutualiser et travailler sur l'alimentation électrique en général plutôt au second ordre, selon la génération de vos data centers. Globalement, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le cloud est généralement plus efficace ou plus efficient, mais c'est une efficacité qui est meilleure à partir du moment où c'est un usage égal. Si, parce que vous êtes dans le cloud, d'un seul coup, vous faites 5 environnements là où vous en auriez fait un, vous offrez à chaque équipe de dev son environnement complet avec la version complète que vous n'auriez jamais fait avant, en fait, oui, c'était plus efficace pour chaque environnement, mais vous avez fait 5 fois plus. Donc au global, c'est pire. Donc le cloud, c'est bien, mais à condition que ce soit accompagné d'un minimum de sobriété, sinon vous tombez dans ce qu'on appelle classiquement l'effet rebond. Et aujourd'hui, c'est plutôt ça qu'on constate dans l'écosystème, c'est que le cloud, c'est mieux, mais au global, c'est pire. En tout cas, au global, le secteur continue d'augmenter, bien qu'on soit de plus en plus efficace. Et on serait peut-être comme plus sain de dire, si on fait un gain d'efficacité de 4, on pourrait peut-être en concentrer à 2 pour notre confort et 2 pour notre empreinte. Arrivons maintenant à nos hyperscalers. Donc nos hyperscalers, depuis 2-3 ans, ils sont tous mis à faire des promesses dans tous les sens. Ils nous ont tous expliqué qu'ils étaient plus verts les uns que les autres. Donc ils nous ont quasiment tous sorti des livres blancs pour nous dire que migrer vers un hyperscaler, ça diminue l'empreinte de votre IT. Donc, comme je disais, c'est pas forcément faux, mais c'est pas forcément vrai. Et pour accompagner ce mouvement, ils sont tous mis à nous sortir des calculatrices carbone qui vous proposent de montrer combien de carbone émettent vos activités chez eux. Donc là, je vais vous passer rapidement les 3 outils des principaux cloud providers. Alors, le premier, c'est celui d'AWS. Alors celui-là, je vais être assez rapide dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en retenir. Alors le premier point qu'on peut retenir, c'est que ça compte que le CO2.
Là, je l'ai mis en orange parce qu'au final, c'est le seul point où je ne peux pas vraiment lui en vouloir parce que quasiment tout le monde fait pareil. Donc en gros, chez eux, tout ce qui est partie fabrication des serveurs, ils ne l'ont pas compté. Sachant que ça peut représenter jusqu'à 80% de l'impact, c'est un peu dommage, mais c'est malheureusement très courant. Ce qui est très gênant par contre, c'est que la méthodologie est absolument non publique. Il n'y a aucune explication, donc vous pouvez faire confiance à Amazon quand ils vous donnent un chiffre, parce qu'on a généralement confiance à Amazon, ils ont une réputation d'être fair play, équitable, donc on leur fait confiance, ils vous ont dit c'était 100, c'était 100. Voilà. Et vous n'en saurez pas plus. Pour autant, la méthodologie n'est pas publique, mais ce qu'on arrive à lire entre les lignes, c'est qu'en gros, c'est que l'utilisation électrique. C'est dommage. Et pire que ça, surtout, c'est qu'ils prennent en compte ce qu'ils achètent comme électricité verte. Alors ça peut être contre-intuitif, mais il y a deux façons de... Quand vous achetez des énergies renouvelables, il y a deux façons de les prendre en compte quand vous faites du comptage carbone. Soit le comptage location-based, où vous dites « je compte l'électricité que j'utilise en fonction de l'intensité carbone électrique de l'endroit où je tire de l'électricité. Donc je suis en France, je compte l'intensité carbone d'EDF. Je suis en Pologne, je compte l'intensité carbone de la Pologne, qui n'est pas vraiment la même. Ou ça, c'est le location-based. Et vous avez le market-based, où là, vous dites, je compte l'électricité en fonction de ce que j'ai acheté comme électricité verte ou comme garantie, comme bon garantie d'origine, où j'ai acheté à quelqu'un d'autre des bons qui m'a dit qu'ailleurs dans le monde, il a fait de l'électricité verte et qu'il me l'attribue à moi. Bon, les règles de comptage aujourd'hui qui font consensus, elles disent que vous comptez le mix local. Et c'est clairement pas ce qu'ils font chez AWS. Et moi, ce qui m'a fait hurler, par contre, ce que j'ai vu, c'est surtout ça dans leur interface. Alors c'est en tout petit, donc je vous l'ai mis en gros. Ils vous disent, d'après votre usage actuel d'AWS, ce graphique vous représente comment notre travail va vous permettre, va faire baisser votre empreinte carbone. Donc moi, quand je dis ça, ce que je comprends, c'est surtout ne faites rien, on gère tout. Si vous faites rien, en 2024, donc c'est pas longtemps, hein, dans 2 ans, vos actions chez vous, c'est 0 carbone, donc il n'y a pas de problème. Quand vous faites du comptage carbone, ça vous fait un peu hurler, ce genre de discours. Donc, non. Moi, vous avez compris que je n'ai pas une très bonne opinion de l'outil chez Amazon. Alors qu'à côté, ils ont des principes d'architecture sustainable qui sont pas mal du tout. Hein. Ils ont aussi des gens qui font des choses bien chez eux, mais pas d'outils de comptage. Deuxième outil, il y a celui... Oh, faut que j'aille vite, sinon j'ai la poche qu'au bout. Deuxième outil, il y a celui de Microsoft, l'Emission Impact Dashboard. Alors, eux, c'était les premiers à le proposer. Clairement, ils ont vu ça depuis un moment comme un axe business. Donc, ils l'ont proposé pour toutes leurs activités Azure, aussi pour Microsoft 365. Et depuis le début du mois, ils ont proposé un outil supplémentaire qui vous propose de compter leur usage cloud, mais aussi d'y intégrer les usages que vous avez, les émissions carbone que vous avez par ailleurs. Donc en gros, un outil SaaS pour faire votre bilan carbone sur leur cloud. Pour eux, ils l'ont identifié comme un axe business et vu le nombre de startups qu'ils ont dans le domaine, ils n'ont sûrement pas tort. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de leurs outils? Alors, super bonne nouvelle, leurs outils, ils comptent la fabrication des serveurs. C'est les seuls à le faire. Eux, ils ne vous comptent pas que l'électricité qui rentre dans le data center, ils vous comptent aussi la fabrication. Alors, la fabrication des serveurs, la fabrication du data center lui-même. Je ne pourrais pas vous détailler le tout petit graphique, mais globalement, c'est assez proche de ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Ils répartissent après par service, par région. Ils ont une méthodologie qui n'est pas publique, c'est dommage, qui n'est pas transparente, donc on ne connaît pas quels sont les facteurs d'allocation. Je vous avais dit tout à l'heure, les facteurs d'allocation, c'est clé, mais elle est certifiée. Ils l'ont fait certifier par un cabinet externe. Vous ne la verrez pas, mais vous avez au moins un élément de confiance pour vous dire qu'elle est compatible avec le GHG protocole et qu'il y a des gens qui l'ont regardé, que des gens qui sont connus pour leurs compétences dans le domaine. En termes de précision, clairement, c'est pas encore ça. C'est-à-dire que si vous, à l'échelle projet, vous voulez utiliser les chiffres qu'ils vous présentent pour savoir quel microservice ou quel VM il faut optimiser, c'est pas suffisant. Ils vont vous présenter les données à l'échelle, en gros, billing account, éventuellement service, mais pas la granularité qui va vous intéresser, vous, en termes de développeurs. Donc là, il y a encore un gros manque. Vous ne savez pas. Et en plus, la façon dont ils font le calcul, a priori, au niveau région, je pense qu'il y a un gros effet de Moyen-Âge et que du coup, la précision en ce qui vous concerne, c'est plus de l'attribution qu'une vision réelle de votre consommation. Donc, à mon avis, comme levier d'identification des points chauds chez vous, c'est pas encore ça. Par contre, le gros défaut, c'est que pour y avoir accès, il va falloir payer. C'est un module Power BI Pro. Si vous êtes juste client Azure lambda, sans le mauvais jeu de mots, vous n'y aurez pas accès.
Dernier exemple, Google Carbon Footprint. Alors eux, ils sont arrivés en 2021, donc c'est plus récent, ça concerne GCP. Et je vais passer sur la méthode elle-même pour vous donner directement le bilan. Ils ont une méthode au public, ça c'est vachement bien, elle est bien décrite en public. Ils ont des règles d'allocation qui sont super fines et super bien pensées, notamment ils différencient l'allocation d'électricité idle consommée par les machines, et celle-là il alloue en fonction de la quantité de ressources que vous réservez par rapport à l'énergie utilisée lorsque le CPU tourne, et celle-là il l'utilise à la consommation et pas à la réservation. Donc ils ont plein de trucs comme ça, super malins, c'est bien pensé. Ils respectent l'utilisation le mix carbone en fonction de l'endroit où c'est fait et même à l'heure près. Donc franchement, ils sont très vertueux. Leur très gros défaut, c'est que par contre, ils ont encore une fois que l'usage. Ils ne comptent pas la fabrication des serveurs. Pour avoir discuté plusieurs fois avec eux récemment, a priori, c'est prévu pour la fin d'année. Donc ils devraient se corriger là-dessus. Ils ont eu suffisamment de retours en leur disant que ce n'était pas acceptable. Donc potentiellement, à la fin de l'année, ils auraient l'offre et la calculette la plus vertueuse. À l'heure actuelle, parce qu'ils ne comptent pas la fabrication des serveurs, ça reste en termes de méthodo clairement moins bon que Microsoft, même si leurs règles d'allocation sont super bien faites et explicites. Si vous voulez aller plus loin, il y a un article de Carbon 4 qui est sorti il n'y a pas longtemps, pendant que je préparais la conf, qui analyse ça de manière un peu plus large et qui pour regarder quelle est leur position en termes de communication sur le climat. Donc c'est un peu plus loin, ça va un peu plus loin que ce que je vous ai raconté là, mais c'est assez intéressant. Les grands messages sont à peu près les mêmes que ce que j'essaie de vous faire passer, c'est que c'est bien cette efficacité, afficher les impacts c'est bien, mais un, il ne faut pas compter l'électricité, deux, il ne faut pas oublier la sobriété. Le but, c'est pas juste de s'appuyer sur un cloud plus efficace, c'est aussi d'en faire idéalement moins et en tout cas pas plus. Je voulais aussi dire un mot de ce qu'on peut faire en France, parce qu'on a aussi des acteurs dans le domaine en France, et comme je travaille avec eux sur ces questions-là, je trouvais ça dommage de ne pas les évoquer. Donc chez OVH, ils ont aussi une calculette carbone qui est en cours de définition, donc elle n'est malheureusement pas publiée à temps pour le Basecamp, mais elle est en cours. Ils sont actifs dans les groupes de définition méthodologique actuellement du côté de l'ADEME, sur lesquels on travaille aussi chez Orange. Ils ont déjà annoncé qui prendra en compte le scope 3 et pour eux, le levier d'amélioration majeur, c'est justement sur la durée de vie des serveurs et sur leur reconditionnement. Justement parce que chez eux aussi, les serveurs, ils l'ont bien identifié que c'était le poste d'impact majeur et comme ils fabriquent leurs propres serveurs, eux, ils peuvent se permettre de les démonter, de les remonter, de remettre les RAM du coup de transformer une durée de vie moyenne de 5 ans en 6, 7 ans en les réutilisant, en faisant du refurbish sur des offres plus d'entrée de gamme. Ils ont a priori des super leviers là-dessus. Par contre, du coup, en termes de méthode de calcul, ça va être un enfer, je pense, à prendre en compte. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie encore, leur calculette. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces calculatrices telles que les clouds vous les proposent actuellement? Elles n'utilisent pas le même périmètre, elles n'utilisent pas les mêmes méthodos et pour certaines, elles ne sont pas publiques. Donc le premier enseignement à en tirer, c'est que les chiffres ne sont pas comparables. Vous ne pouvez pas mettre le même workload chez Azure et chez Google et regarder les deux chiffres pour vous dire je vais à l'endroit où c'est le plus vert. Ce n'est pas des chiffres comparables. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser. Utilisez-les et comparez-vous chez eux, en connaissant ce qu'ils font, d'une version sur l'autre. Dans ce sens-là, c'est intéressant. Ça vous dira quand même si vous allez vers le plus ou vers le moins. Ça ne répond pas à la promesse encore de ce type d'outil. Ça ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut utiliser à tel endroit. Mais ça reste quand même, je trouve, un super progrès d'avoir accès à ce type d'informations. Ça va continuer à se développer. Clairement, pour tous ces cloud providers, c'est un argument commercial. Tous les grands comptes leur demandent très fortement. Donc je pense que ça va aller dans le bon sens. Et il y a une standardisation en cours à l'ADEME actuellement. Donc j'ai bon espoir que d'ici quelques années, tout le monde applique les mêmes méthodologies et soit forcé à compter les mêmes choses et pas des choux et des carottes. Et j'ai fini et vous n'avez pas le temps de poser des questions ou alors pendant la pause. Je suis désolé.